Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 85. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice sur les équations différentielles qui va être assez surprenant, puisque c'est un exercice un peu hors du commun. L'énoncé est le suivant: on aimerait déterminer une équation différentielle linéaire homogène du second ordre, admettant pour solution les fonctions φ1 et φ2, respectivement exponentielle x carré et exponentielle moins x carré. Alors, ce qui fait que cet énoncé est surprenant, c'est que d'habitude, quand on vous pose des exercices sur les équations différentielles, on vous donne directement une équation différentielle, et puis on vous demande soit de résoudre l'équation différentielle, ou de résoudre avec des sous-questions, comme des sous-questions qui amèneraient à des changements de variables, par exemple, ou alors d'étudier le comportement que peuvent avoir les fonctions qui sont solutions de telle ou telle équation différentielle. Par exemple, montrer qu'il existe une fonction bornée, qui serait solution de l'équation différentielle, ou alors déterminer la limite des fonctions qui seraient solutions de telle ou telle équation différentielle, ou en tout cas déterminer peut-être un comportement asymptotique. On pourrait aussi avoir la question de savoir est-ce que toutes les solutions sont périodiques, ou peut-être est-ce qu'il existe une solution périodique non nulle à l'équation différentielle qui est en jeu. Donc voilà, ça c'est le type de question relativement usuelle qu'on pourrait avoir autour des équations différentielles. Et là, étonnamment, on ne part pas d'une équation différentielle. C'est ça qui est assez perturbant ici, c'est qu'on nous demande de faire l'exercice inverse. On nous a donné les solutions qu'on doit avoir. On nous demande de construire l'équation différentielle. En plus de ça, plus précisément, on veut une équation différentielle linéaire homogène, donc sans second membre, et on le veut de second ordre. Donc il y a quand même pas mal de restrictions qui vont faire que on ne va pas avoir beaucoup de choix pour construire une équation différentielle du second ordre qui vérifie les propriétés que l'on souhaite. Et je tiens à le préciser, même si l'énoncé de cet exercice se comprend très bien en première année de classe préparatoire, pour peu qu'on ait vu donc les équations différentielles, je conseillerais plutôt d'attaquer cet exercice en deuxième année de classe préparatoire. Pourquoi ? Parce qu'en deuxième année, on a un petit peu plus d'outils que l'on peut chercher à utiliser pour résoudre cet exercice. Et en fait, ce un petit peu plus d'outils, c'est utile. Très utile. Donc, je pense que ça peut être bien plutôt d'attaquer cet exercice en deuxième année de classe préparatoire. C'est pas pour dire en première année de ne pas essayer, au contraire, je vous invite à y essayer, à vous essayer à cet exercice, pour vraiment vous rendre compte de la difficulté que c'est cet exercice. Mais j'invite vraiment beaucoup plus les deuxièmes années à essayer de faire cet exercice, car vous avez un petit peu plus de bagage, et avec ce bagage en plus, je pense que vous pouvez vous en sortir. Bref, je pense avoir assez bien introduit l'exercice. Avant toute chose, avant de dire quoi que ce soit de plus concernant cet exercice, je vous invite donc à faire une petite pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit de plus. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je pense que c'est vraiment un exercice sur lequel il faut se frotter un petit peu pour voir à quoi en fait on a affaire et se rendre compte vraiment de la difficulté de cet exercice. Alors je vais commencer par une aparté. On peut appeler ça genre un exercice bis, d'accord, donc un 85 bis si vous voulez. Et cet aparté va être très utile pour la suite. Donc, petit aparté que je vais appeler 85 bis. Si je me donne une équation d'ordre n, que je vais généraliser un petit peu le truc, car en fait l'avantage ce qui va se passer derrière cet exercice, c'est quelque chose qui, on va dire, va vous montrer l'arrière de la scène, donc notamment qui va vous montrer comment on peut construire des équations différentielles si on veut avoir précisément telle ou telle solution dans l'équation différentielle. Donc je pense que ça peut être intéressant de pousser un petit peu plus le truc, et je vais vous poser une question qui peut s'apparenter à quelque chose qui peut être vu dans le cours, mais peut-être sur lequel on ne s'appesantit pas beaucoup en classe préparatoire, et ça peut être sympa d'en parler un petit peu plus, et donc je le fais parce que je pense que c'est utile. Comme je le fais d'habitude, j'aime bien faire des apartés pour essayer de donner un peu plus de sens aux exercices que je vous propose. Donc là, ici, l'aparté, c'est un exercice. Donc pour cet exercice, je vais considérer une équation d'ordre n, je vais l'appeler E, avec des coefficients non constants. A0 de x, y, égale 0. Donc voilà, ça c'est une équation différentielle linéaire d'ordre homogène, bien sûr, d'ordre n. Donc ici, d'ordre n, j'entends ici que les fonctions an jusqu'à a0 soient toutes continues
sur un intervalle i qu'on peut fixer au préalable, bien sûr. Donc i, ça va être censé être un intervalle de R, intervalle non vide de R, qui n'est pas réduit à un singleton. Pour que ça fasse un minimum de sens. Ok, donc j'ai un intervalle non réduit à un singleton, non vide, de R. Je considère cette équation différentielle et je vais m'intéresser notamment aux solutions de cette équation différentielle sur cet intervalle I. Je vais supposer en plus de ça que AN est non nul sur cet intervalle I. Donc AN de X est non nul pour tout X dans I. Pareil, pour vraiment que ça fasse sens de parler d'une équation d'ordre n, linéaire. Donc voilà, et je vais noter SE, S indice E entre parenthèses, l'ensemble des solutions qui vont devoir être Cn, je pense que c'est pas très dur de se rendre compte qu'il faudrait être dérivable n fois pour être solution de cette équation, parce que sinon on ne peut pas faire ce genre de calcul, je pense que vous l'aurez compris. Et puis on se rend compte aussi que la dérivée nème doit être continue juste en changeant un petit peu l'équation. Donc je vais avoir des fonctions qui vont être Cn de i vers r, et je veux des solutions, donc des solutions qui sont des fonctions qu'on peut appeler f là-dedans, et qui sont, alors donc c'est une solution de E. Je veux des solutions de E. Alors l'exercice que je vous pose, c'est de montrer que SE est un R espace vectoriel, et je peux même demander encore plus, parce que SEV, c'est pas très difficile, mais le truc difficile, c'est surtout de dire que c'est de dimension n. Exactement n. Donc voilà, je vous invite à faire une petite pause pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne dise quoi que ce soit. Et vous verrez un petit peu après, ou en tout cas je peux vous inviter déjà à le faire, à essayer de voir le lien entre cette sous-question, ce sous-exercice, avec l'exercice de départ. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Alors là je vais faire preuve ou résolution, je vais peut-être dire plutôt résolution, résolution de 85 bis. Alors pour la résolution, montrer que c'est un SEV ou un REV, c'est pas très dur. Donc, je ne vais pas le faire en entier, mais je vais vous dire juste à l'oral qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, il faut utiliser le fait que ça doit être un SEV de l'ensemble des fonctions Cn de I vers R. Ok, en supposant que vous savez déjà que ça c'est bien un R espace vectoriel. Si vous ne le savez pas, je vous laisse le soin de le prouver avec les axiomes au besoin. D'accord, ça peut être sympa à faire, de refaire le tour des axiomes pour avoir quelque chose qui doit être un espace vectoriel, ça, je pense que ça peut être cool. Mais là, ici, je vais utiliser la caractérisation des SEV, donc là, je veux montrer que ce truc-là, ce S de E, là, eh bien, ça soit un SEV de Cn IR, et comment je le fais? Il faut vérifier que 0 est dedans. Donc la fonction nulle, j'entends ici, est bien dedans. Ça c'est pas dur, vous pouvez constater que si vous remplacez y par la fonction nulle, tout va bien. Et puis, il faut vérifier que si je prends f et g, deux fonctions dans S de E, si je prends un scalaire, lambda, dans R, alors f plus lambda g, ça doit être aussi dans SE. Un petit peu moins facile, mais ça se fait très bien. Il suffit vraiment d'écrire à la place, d'utiliser la linéarité qu'on peut avoir quand on dérive. Donc je rappelle que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Multiplié par un scalaire, une fonction, la dérivée, ça devient multiplié par un scalaire, la dérivée de la fonction. Donc c'est vraiment des opérations linéaires. Et multiplié par une fonction, pareil, c'est linéaire. Donc il n'y a vraiment presque aucune difficulté. La seule difficulté, c'est de le rédiger proprement. Je pense que c'est vraiment la seule difficulté. Sinon, en dehors de ça, c'est pas un truc très difficile à faire. Donc voilà, déjà, première chose, montrer que c'est un SEV, voilà, la chose est faite. Maintenant, la chose qui va m'intéresser davantage, c'est le fait de montrer que cette dimension n. Et pour montrer que c'est de dimension n, il faudrait déjà que j'arrive à vous construire une famille de fonctions qui pourraient prétendre à être une base de notre ensemble de solutions.
Alors comment on va faire ça? Eh bien pour faire ça, on va utiliser un théorème que vous avez peut-être déjà entendu, et je vous en ai déjà parlé dans de précédents exercices. On va utiliser le théorème de Cauchy-Lipschitz. Alors je ne vais pas redonner son énoncé exact, c'est pas forcément le truc le plus important ici. Parce que bon, en classe préparatoire, on ne s'appesantit pas forcément beaucoup sur ce théorème, mais je pense que ce qui est important, c'est plutôt une conséquence de ce théorème qui est liée au problème de Cauchy. Donc, le théorème de Cauchy-Lipschitz, si je l'applique à des problèmes de Cauchy. Alors, qu'est-ce que j'entends par problème de Cauchy ici? C'est je demande à avoir une fonction y qui est solution, et je vais demander des conditions initiales. D'accord? Donc je vais demander des conditions initiales, donc ça signifie que je vais prendre un x, je sais pas, je vais l'appeler, comment on peut l'appeler? X0, je pense que c'est peut-être pas une mauvaise chose. Donc si je prends un certain x0 dans l'intervalle i, je sais que la fonction y elle est cn sur l'intervalle i, donc ça fait tout à fait sens de calculer y de x0, y dérivée, donc dérivée de y calculée en x0, etc. jusqu'à dérivée n-1e. Donc je peux très bien dire, ok, je connais la dérivée, je connais la fonction en x0, je connais, donc on peut appeler, je ne sais pas si c'est une bonne idée là, faut que je fasse attention. On va l'appeler, alors je vais dire on va l'appeler y0, hein, c'est pas grave. Donc y0, j'ai la dérivée y1, etc. Et j'ai toutes les conditions jusqu'à la dérivée n-1e, calculée en x0, qu'on va appeler yn-1. Donc on a les conditions initiales en plus de l'équation différentielle qu'on a au départ. Et en fait, le théorème de Cauchy-Lipschitz sur les problèmes de Cauchy permet de dire qu'il y a une seule et unique solution de S de E qui vérifie les conditions initiales. Donc là, on a alors une unique solution à ce système. Donc si je vois ce truc-là comme un système où j'ai l'équation différentielle au départ à vérifier sur l'intervalle i, et tout ceci donne des équations à vérifier pour les y0 jusqu'à yn-1. Donc voilà, ça c'est une conséquence de Cauchy-Lipschitz. Donc Cauchy-Lipschitz, en fait, pour l'utiliser peut-être un peu mieux, on peut réécrire l'équation différentielle qu'on a ici sous la forme matricielle, en disant que ce truc-là peut se ramener à quelque chose de la forme x' égale grand A fois x. Je ne vais pas expliquer ça. Je crois que j'ai déjà pu l'expliquer dans un autre exocol, mais je ne vais pas le réexpliquer ici. Donc si on fait cette opération-là, on peut se rendre compte qu'en fait, l'équation différentielle qu'on a en jeu, c'est une équation différentielle liée à une application linéaire, qui est tout simplement le fait de multiplier par la matrice A. Et en fait, quand on a une application linéaire, ça veut dire que cette application va être globalement lipschitzienne. Et donc, grâce à ça, on peut vraiment justifier l'utilisation de Cauchy-Lipschitz, et notamment cette conséquence sur le problème de Cauchy. Dans le cadre des classes prépa, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'en savoir autant que ça. Je pense que le plus important, c'est surtout d'avoir en tête ça, le problème de Cauchy, qui permet de dire, voilà, on a vraiment une seule solution qu'on peut obtenir si on fixe des conditions initiales, notamment sur les dérivées successives en un point précis de l'intervalle. Ok. Maintenant que j'ai dit ça, eh bien, je peux en particulier prendre des vecteurs de Rn, c'est ce que je vais faire. Donc soit y0 jusqu'à yn-1, n vecteurs formant une base de Rn. D'accord? Je vais prendre ça. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais poser la fonction, je vais peut-être l'appeler phi. Donc je vais l'appeler phi, la fonction, puisqu'il y a unicité, la fonction de S de E telle que... Alors, si je décide d'écrire chacun des vecteurs, je vais peut-être l'écrire ici. Si je dis que chacun des vecteurs admet comme composante y0, i en exposant avec des parenthèses, jusqu'à yn-1, i exposant entre parenthèses, ok? Donc je vais dire que phi i c'est l'unique fonction dans SE qui vérifie la propriété que phi i de x0 dérivé j fois, et bien ça va être égal à y i en exposant entre parenthèses j. Ok, donc ça va être la jm composante de vecteur yi. Donc si je pose ça, et que je pose mes phi i de cette manière-là, pour tout i compris entre 0 et n-1, eh bien j'affirme
que les phi i forment une base de S de E. Donc montrons que les phi i, donc pour i compris entre 0 et n-1, c'est une base de S de E. Ok, alors allons-y, montrons ça, et vous allez voir que c'est pas si difficile à montrer. Alors d'abord, la première chose, c'est que j'aimerais montrer que la famille est libre, et ça, c'est pas très difficile. Donc montrons que la famille est libre. Donc les filles forment une famille libre. Qu'est-ce qu'on fait pour montrer qu'une famille est libre? Habituellement, on écrit, bon ben je suppose qu'on a une combinaison linéaire, donc soit lambda 0 jusqu'à lambda n-1 des éléments de R, tels que, ben, je vais demander à ce que lambda 1 phi 1 jusqu'à lambda 0 pardon, phi 0 jusqu'à lambda n-1 phi n-1 est égal à 0, la fonction nulle. Et qu'est-ce que je peux faire avec cette fonction? Cette fonction, c'est une fonction Cn, puisque chacun des phi sont Cn. Ok, donc ça c'est une première chose qu'on peut constater. Et puis, bah, comme elles sont Cn, je peux m'amuser à les dériver autant de fois que je veux. Donc ça va impliquer que phi i dérivé j fois, hein, on peut réécrire la combinaison, lambda 0 phi 0 dérivé j fois, jusqu'à lambda n-1 phi n-1 dérivé j fois, ben ça fait 0. Très bien. Maintenant que j'en suis arrivé là, ben je peux calculer ces fonctions-là en x0 en particulier. Donc je vais effacer un petit peu. Je vais essayer de ne pas trop effacer. Parce que j'ai besoin de cette propriété de problème de Cauchy pour la deuxième partie, pour la partie génératrice. Donc j'ai ceci, et ceci, ben, comme je l'ai dit, si je le calcule en x0, ben, on va se rendre compte qu'on va pouvoir remplacer par tous les y, ij que j'ai écrits. Donc là, on va avoir lambda 0 y, j calculé ici pour le vecteur 0, plus blablabla, jusqu'à lambda n-1 y indice j calculé en n-1 égale 0. Très bien. Et donc ceci est vrai pour n'importe quel j, hein, je tiens à le préciser, donc c'est n'importe quel j compris entre 0 et n-1. Et en fait, cette égalité-là peut se réécrire de manière matricielle, parce que là, on a plusieurs égalités. Donc je ne vais pas effacer la conséquence du problème de Cauchy, on va faire ça. Hop. Donc j'ai ça, et en fait, ces égalités-là peuvent se traduire de manière matricielle en disant, bah, en fait, je suis en train de faire un calcul où j'ai ici lambda 0 jusqu'à lambda n-1, et chacune des lignes, ça va être exactement des yj comme ça. Donc là, j'ai y0, 0, jusqu'à y0 ici, n-1, si je ne fais pas de bêtises. Ensuite, j'ai y1, 0, y1, n-1, etc., etc. Jusqu'au dernier, yn-1, 0, jusqu'à yn-1, n-1. Et vous pouvez vous rendre compte, donc là je demande de manière matricielle, que le produit de ces deux matrices vaut 0. Sauf que cette matrice-là, si vous regardez les colonnes, ben les colonnes correspondent exactement à y0 jusqu'à yn-1. Ces gros yn. Ça correspond exactement à ces vecteurs-là. Donc là, j'ai une matrice dont les vecteurs colonnes forment une base de Rn. Ça veut dire que la matrice qui est ici, elle est inversible. Donc cette matrice-là, elle est inversible dans R. Et si elle est inversible, bah, ça veut dire que le seul élément qui est dans le noyau, hein, ça c'est un vecteur dans le noyau de la matrice, le seul élément qui est dans le noyau, eh bien c'est 0. Donc ça veut dire que tous les lambda j, donc tous les lambda i ou les lambda j, peut-être les lambda i, tous les lambda i valent 0. Et voilà, je viens de démontrer que la famille est libre. Cool. Maintenant, reste à montrer qu'elle est génératrice. Et bien, ça va partir du même principe. On va vraiment partir du même principe. Ou presque, en tout cas. Pas tout à fait. Je pense que je me pose la question si j'ai vraiment besoin de revenir jusque-là, mais je pense que j'ai peut-être pas besoin de revenir jusque-là. Je peux juste utiliser la propriété d'unicité. Donc 2, je vais montrer que la famille des phi i que j'ai définie plus tôt, que je viens d'effacer, est génératrice. Et là, l'idée est plutôt la suivante. Ce que je vais dire, c'est que je vais prendre soit y une solution de l'équation. Alors, si je prends une solution quelconque,
je vais avoir des valeurs précises pour y de x0, y' de x0 jusqu'à yn-1 de x0. D'accord? Donc si je veux, je peux noter, donc, on a alors le vecteur ici y, donc y de x0, y' de x0 jusqu'à yn-1 de x0. Donc dérivé n-1 de x0. Ok? Et ça va être des éléments qui vont être tous réels, bien sûr. Donc là, j'ai bien un élément dans Rn. Je vous rappelle que les vecteurs y, grand Y0 jusqu'à grand Yn, ce sont des vecteurs qui forment une base de Rn. D'accord? Donc je sais que ce vecteur-là, hein, comme les y entre parenthèses 0 jusqu'à y entre parenthèses n-1 forment une base de Rn, ben ça veut dire que le vecteur que je viens d'écrire, y dérivé n-1 fois, ouais, j'ai pas besoin d'aller jusque là, n-1 fois en x0, peut s'écrire comme combinaison linéaire des des y, grand y, exposant i entre parenthèses, donc 0 à n-1. De manière unique. Moi, j'ai pas forcément besoin de savoir que c'est de manière unique, mais... Hop, ok. Et bah, le fait d'avoir ça me donne une idée de quelle autre fonction peut vérifier la propriété que je veux. Eh bien, l'autre fonction qui peut vérifier la propriété que je veux, ça va justement être la fonction que j'ai écrite là-haut. Donc, si on pose... Si on pose grand phi comme étant la somme des lambda i phi i comme ceci, i allant de 0 jusqu'à n-1, on peut se rendre compte que grand phi est une solution, puisqu'on a montré déjà que SE est un SEV, donc combinaison linéaire d'éléments de SE, ça donne un élément dans SE, et de plus, eh bien, si je calcule phi dérivé i fois, dérivé j fois en x0, je trouve exactement ce que je veux. Donc c'est-à-dire, et phi dérivé j fois en x0, ça doit être égal au y dérivé j fois en x0. Donc ça pour tout j, bien sûr, entre 0 et n-1. Bon ben voilà, et grâce à la propriété, c'est pour ça que je ne voulais pas l'effacer, cette propriété de problème de Cauchy, je sais qu'il existe une unique solution à ce système qui vérifie ces propriétés. Donc ça signifie finalement que le grand phi que je viens de construire est égal au y. Par unicité de la solution au problème de Cauchy, on a grand phi qui doit être égal à y. Terminé, je viens donc de montrer que n'importe quelle fonction solution peut s'écrire comme combinaison linéaire des éléments de phi i. Conclusion, les phi i sont génératrices, forment une famille libre également de SE, donc ça veut dire que c'est une base. Et comme le nombre d'éléments de cette famille, c'est exactement n, alors on se retrouve avec la dimension de l'espace SE comme étant égale à n. Donc je termine juste en écrivant ça, hein, je le dis à l'oral, j'ai plus qu'à l'écrire. Ainsi, les phi, donc 0, je vais y arriver, forment une famille libre et génératrice de S de E. Donc ça implique que c'est une base de S de E. Or le nombre d'éléments dans la famille c'est n, donc la dimension en tant que R espace vectoriel de S de E, c'est bien n. Voilà une jolie preuve de ce résultat. Je pense qu'on en voit... Enfin, c'est vrai que c'est assez difficile en général de trouver une preuve. Moi-même, j'ai dû chercher un petit peu et je trouve que voilà, c'était pas forcément évident de trouver quelque chose qui en parle un petit peu de ce truc. Donc je me suis dit que ça peut être sympa de vous partager ça. Parce que on voit vraiment que en fait, tout ce qui est important pour comprendre pourquoi la dimension c'est n, c'est surtout le fait que n'importe quel problème de Cauchy, dans le cadre des équations linéaires homogènes d'ordre n, tout problème de Cauchy admet une unique solution. À partir de ce truc-là, on peut montrer alors que la dimension
des espaces, de l'espace des solutions de l'équation différentielle qui est en jeu, d'ordre n, cette dimension n. Bien, alors voilà, je vous ai démontré ce petit truc en plus. Maintenant, à vous de voir en quoi est-ce que cette propriété-là qu'on vient de démontrer permet de nous aider pas mal pour essayer de construire les équations différentielles qui l'équation différentielle en fait, l'équation différentielle peut-être un scalaire après, qui va nous permettre d'avoir comme solution les deux fonctions phi1 et phi2. Je vous laisse y réfléchir à nouveau le temps que j'efface. Donc n'hésitez pas à faire de nouveau une pause pour essayer, grâce à cette idée, de déterminer une équation différentielle du second ordre avec ses solutions phi1 et phi2. Ok, j'espère que vous aurez essayé, encore une fois, hein, c'est vraiment très intéressant à faire. Hop. Donc on va faire la résolution maintenant de l'exercice à proprement parler. Donc exercice 85. Hop. Très bien, donc là qu'est-ce que j'ai montré en fait précédemment, c'est que si je veux que des fonctions soient solutions d'une équation d'ordre n, il faut que l'espace des solutions soit de dimension n. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que phi1 et phi2 forment, de manière assez évidente, une famille libre. C'est une famille libre dans l'espace des fonctions C2, qui vont d'un intervalle i vers R. On pourrait fixer un intervalle i quelconque, non singleton, etc. Donc on sait déjà que ça, si ce sont des solutions d'une même équation d'ordre 2, une équation linéaire, blablabla, d'ordre 2, eh bien, ça doit former une base de solution. Par conséquent, si je prends une troisième fonction, eh bien, cette troisième fonction doit pouvoir s'écrire en fonction de ces deux autres. Et ça va amener une conséquence concernant le Wronskien. Et voilà pourquoi c'est utile de partir avec des outils de deuxième année de classe préparatoire, c'est que de manière assez surprenante, on va utiliser le Wronskien pour mettre en avant l'équation différentielle que l'on souhaite. Très bien, donc je commence par dire soit i, un intervalle, encore une fois non vide, et non réduit à un singleton, de R. Donc je commence par dire ça, bien sûr, et puis bon, supposons que phi1 et phi2 soient des solutions d'une équation qu'on demande. Donc supposons que phi1 et phi2 soient solutions soit SENT, c'est mieux, SOINT, solution d'une même équation différentielle linéaire d'ordre 2. Il est assez évident de voir que phi1, phi2 forment une famille libre de C2 de IR. Donc, il est évident. Si ça ne l'est pas vraiment, je vous laisse faire cet exercice. C'est vraiment pas dur. Et libre dans C2 de IR. Donc une même équation différentielle, je vais peut-être l'appeler E exprès. Okay. Donc, juste pour le dire rapidement quand même, pour ne pas vous laisser juste comme ça essayer de le faire, pour montrer que la famille est libre, vous faites comme d'habitude, combinaison linéaire, A, phi1 plus B, phi2 égale 0. Et puis bon, bah, vous pouvez soit dire, je vais regarder en deux valeurs de x précis, quitte à dire que l'intervalle c'est tout R, vous pouvez très bien dire 0 et puis 1 par exemple, et vous verrez que ça marche. Ou alors une autre astuce sympa, c'est de regarder la limite en plus infini et en moins infini de la combinaison linéaire que vous allez avoir. Vous allez voir que vous allez devoir tendre vers plus infini en plus infini, et que vous allez, enfin en plus ou moins infini, en tout cas si A est non nul. Et si B est non nul, pareil, vous allez devoir tendre vers plus ou moins infini. Or, vous voulez que cette combinaison vale 0 sur tout R, donc bah voilà, c'est foutu. Donc ça marche très bien, ok, il n'y a vraiment pas de difficulté, ça peut être un moyen de montrer ce qu'on veut. Il n'y a vraiment pas... Voilà, je pense que c'est pas très difficile de vérifier que c'est une famille libre. Je vous ai dit maintenant à l'oral comment fallait faire, reste à l'écrire. Bon, j'ai cette famille libre. Famille libre a deux éléments. Or, qu'est-ce que je viens de démontrer précédemment? Je viens de démontrer que les solutions d'une équation linéaire d'ordre n forment un espace vectoriel de dimension n. Là, je veux des solutions à une équation linéaire d'ordre 2, toujours homogène, hein, bien sûr.
J'ai oublié de le dire, mais c'est vraiment homogène par contre. Ok, c'est important quand même. Donc, là, qu'est-ce que je vais avoir? Là, j'ai déjà une famille de deux vecteurs qui forment une famille libre, qui sont solutions de l'équation. Bon, ça veut dire qu'en fait, c'est une base. Donc, d'après ce que je viens de prouver ici, 85 bis, phi1 et phi2 forment une base des solutions de l'équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2. Très bien, ok. Et maintenant que j'ai ça, comme je vous ai dit, je vais utiliser le Wronskien. Donc en fait, si je prends soit y une autre solution, eh bien ce que je peux affirmer, c'est que ce y doit s'écrire comme combinaison linéaire de phi1 et phi2. Alors, y s'écrit lambda 1 phi1 plus lambda 2 phi2. Et à cause de cette combinaison linéaire, ça veut dire que le Wronskien, qui n'est rien d'autre que, je vais regarder y seconde, phi1, phi1 prime, phi1 seconde, et phi2 prime, phi2 seconde, et bien ça, c'est égal à 0. Donc pour tout x dans l'intervalle i, bien sûr. Bon, et puis maintenant, il n'y a plus qu'à calculer ce déterminant. Et en calculant ce déterminant, vous allez voir apparaître une équation différentielle du second ordre que doit vérifier n'importe quelle solution de l'équation qui aurait pour solution phi1 et phi2. Ok, alors je vais développer donc ce déterminant et je vais le développer de manière pas trop bête pour faire intervenir ce qu'il va y avoir en coefficient de y seconde, y prime et y. Donc pour y seconde, on va avoir un plus et on va avoir le déterminant de phi1, phi1 prime, phi2, phi2 prime. Ensuite pour y prime, on a un moins. Et là on va avoir le déterminant de phi1, phi2, phi1 seconde, phi2 seconde, donc à calculer en y prime. Et enfin, plus, pour le y seconde, on va avoir du pour le y tout court, pardon, on va avoir du phi1 prime, phi2 prime, phi1 seconde, phi2 seconde. Voilà, donc en faisant un développement du déterminant selon la colonne où il y a des y, eh bien on se retrouve avec ça. Reste à calculer les petits mineurs, là, donc les différents petits déterminants. Donc là, je vais effacer cet exercice, puisque maintenant j'ai utilisé ce qu'il fallait utiliser. Je pense que vous voyez petit à petit se dessiner le résultat qu'on va vouloir avoir. Très bien. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est calculer les dérivées successives de phi1 et phi2, bien sûr. Donc je vais le faire. Donc si je regarde phi1 prime, ça va me donner 2x exponentielle x carré. Si je regarde ensuite phi1 seconde, donc faites attention, c'est la dérivée d'un produit, bien sûr. Donc on va avoir x. Et ensuite, si je dérive, faisons pas de bêtises. Pardon, pourquoi x? Non, je vais avoir juste 2. Puis si je dérive, je vais avoir du 4x carré. Donc je vais avoir 4x carré plus 2. Voilà ce que j'obtiens pour le premier. Pour le deuxième, phi2 prime de x, ça va me donner moins 2x exponentielle moins x carré. Et si je dérive une deuxième fois, alors je vais me retrouver avec un moins 2. Et après, je vais me retrouver avec un plus 4. Donc on va avoir 4x carré moins 2. Et tout exponentielle moins x carré. Voilà, alors on a donc différents déterminants à calculer. On voit très rapidement que les exponentielles x carré exponentielle moins x carré vont disparaître, donc j'ai pas besoin de me préoccuper plus que ça de ces exponentielles qui vont apparaître dans les différents calculs. Tout ce qui compte, c'est essentiellement les polynômes qui sont en jeu. Donc si je veux regarder ce qui se passe pour y seconde, je vais regarder c'est ça, l'équation avec 1, 1, et puis ici on va avoir donc 2x, et ici on va avoir moins 2x. Donc si on fait le calcul, ceci va me donner moins, c'est ça, moins 4x. Ok. On peut le voir, le fait que les exponentielles se simplifient, on peut le voir aussi en disant j'utilise la linéarité du déterminant selon les colonnes. Donc là je sors l'exponentiel x carré, puis là je sors l'exponentiel moins x carré. Et exponentiel x carré fois exponentiel moins x carré, ça fera 0, enfin ça fera 1 du moins.
exponentielle de 0, donc 1. Donc je me retrouve avec ce truc, très bien. Maintenant, si je regarde avec donc la fonction normale avec les fonctions dérivées secondes, je vais avoir 1, 1, et après je vais avoir 4x carré plus 2 et 4x carré moins 2. Très bien. Donc si je fais ce calcul-là, on voit qu'il y a de la simplification qui intervient. Faisons pas de bêtises. Donc là j'ai 4x carré moins 2, moins 4x carré plus 2, donc le 4x carré s'en va et ça va me donner moins 4, si j'ai pas fait de bêtises. Et puis dernier calcul, le dernier c'est avec la dérivée et donc je vais avoir 2x ici, 4x carré plus 2, ici je vais avoir moins 2x et ici 4x carré moins 2. Très bien, donc si je fais le calcul ici, donc bon, on voit qu'il y a du 2x qui va devoir apparaître des deux côtés, et cette fois-ci c'est les x carrés qui vont se simplifier, qui vont s'additionner, donc parce que là ça va donner un plus, et les simplifications ça va être ici, donc on va avoir du 8, j'essaie d'aller vite, je devrais quand même faire attention, donc je disais on a 2x, ça c'est sûr, et après on fait lui moins lui, donc lui moins lui, donc lui plus lui finalement. Donc ça va faire 8x carré. Et les 2 moins 2, ça dégage. Donc on va avoir ceci. Ceci me donne donc 16x cube. Conclusion, l'équation qu'on va obtenir alors est moins 4x y seconde plus 4y prime et plus 16 x cube fois y, faisons pas de bêtises, y, moi c'est juste y, égale 0. Bien sûr, je peux simplifier par 4, et en simplifiant par 4, j'obtiens moins x, y seconde, plus... Et si on préfère avoir un plus ici, on peut faire en sorte qu'il y ait des plus un peu partout, hein, pas de problème. Donc ça marche. Donc après, on a ici juste y prime, moins, ici on va avoir en divisant par 4, 4x cube, y. Ok, voilà le résultat donc qu'on obtient, et maintenant il faut s'amuser à vérifier est-ce que l'équation différentielle que je viens de vous donner a bien pour solution exponentielle de x carré et exponentielle de moins x carré. Je vais le faire pour conclure, hein, c'est ma synthèse. Hop. Donc voyons qu'est-ce qui se passe. Alors c'est pas dur hein, de voir ce qui se passe, il suffit de prendre, encore une fois les exponentielles x carré, je les mets de côté, et je vais regarder surtout ce qui se passe pour les polynômes. Donc je vais avoir et ici j'ai mis un moins mais c'est un plus, voilà c'est mieux. Donc je vais avoir 4x cube, ensuite, ça c'est pour le y, donc pour phi1, pour phi1 prime, là j'ai rien à multiplier, par contre j'ai le 2x qui doit apparaître, très bien. Et le dernier, je dois faire moins x fois 4x carré plus 2. Bien sûr, l'exponentielle x carré, je le mets en facteur. Et là, vous remarquez, moins 2x plus 2x, ça s'en va. Moins 4x cube plus x cube, bah, ça fait bien 0, tout va bien. Et puis, si je le refais pour l'autre, alors du coup, on a moins x, 4x carré moins 2. Ensuite, on a moins 2x. Et ensuite, on a plus 4x cube fois 1. Donc ça. Et ça, on peut vérifier que ça fait 0 aussi, parce que bah, là, on a bien moins 4x cube plus 4x cube, ça s'en va. Et plus 2x, moins 2x, c'est fini. Voilà, et donc là, en faisant ces petits calculs, sachant qu'ici, il y avait exponentielle de x carré qu'il y avait en facteur, je le divise par exponentielle de x carré, parce que ça, je sais que c'est jamais nul. Donc voilà. Et puis là, pareil, exponentielle de moins x carré, je le mets en facteur, et je sais que c'est jamais nul, donc bah, ça peut dégager de l'équation. Donc à la fin, il y a vraiment juste les polynômes à regarder, et quand on regarde les polynômes, bah, tout va bien. On a bien alors exponentielle de x carré et exponentielle de moins x carré comme solution. Bon, juste, faut que je l'écrive mieux, je vais dire phi1 et phi2 tout simplement. On a bien phi1 et phi2 des éléments qui sont solutions de l'équation qu'on vient de construire, qui est l'équation qui est ici. Et c'est terminé. Et on pourra remarquer que c'était le seul choix possible à cause du fait que phi1 et phi2 forment une base de solution de l'équation différentielle qu'on vient d'écrire. C'est pour ça que je vous disais un peu plus tôt que le fait de demander d'avoir vraiment une équation différentielle linéaire homogène du second ordre, ça a imposé vraiment beaucoup de choses sur les solutions, enfin en tout cas sur l'équation qu'on cherchait à obtenir. Donc voilà, bah, j'ai terminé, hein, j'ai fait ma synthèse, enfin j'ai fait mon analyse synthèse qui m'a permis de trouver, donc l'analyse m'a permis de trouver ça, la synthèse m'a permis de vérifier que les deux fonctions phi1 et phi2 sont bien les seules solutions, et sont bien les solutions de cette équation. Et bien sûr toute fonction, c'est ce que j'expliquais ici, toute fonction qui va être solution de E va devoir s'écrire comme combinaison linéaire
des deux fonctions φ1 et φ2, étant donné que φ1 et φ2 forment finalement une base de l'ensemble des solutions, grâce à l'exercice 85 bis qu'on a résolu plus tôt. Bon voilà, je pense avoir terminé pour cet exo de colle qui était, j'espère, très intéressant. En tout cas, moi je le trouve super intéressant de vous montrer ce genre de choses. Et comme je l'ai dit peut-être un peu plus tôt, ce genre de façon de construire des équations différentielles avec des solutions qu'on connaît au préalable, en fait, c'est un peu la face cachée des constructions d'équations différentielles. On pourrait très bien prendre des solutions, des fonctions qu'on voudrait être solutions de l'équation différentielle de départ, et puis construire une équation différentielle d'ordre celui qu'on veut par rapport au nombre de fonctions qu'on a choisi, linéairement indépendant bien sûr, et écrire exactement le même genre de truc que j'ai fait ici, faire un calcul de Wronskien, et se rendre compte que l'équation différentielle que doit vérifier les y qui doivent être solution de l'équation qu'on veut, doivent être de cette forme. Donc vraiment on peut généraliser le truc, grâce à ce que j'ai fait pour l'exercice 85 bis, on peut vraiment dire, si je veux trouver une équation qui a pour solution φ1, φ2, φ3 jusqu'à φn, sachant que chacun des phi forme une famille libre, et je veux une équation d'ordre n, qui est linéaire, homogène bien sûr, et bien pour faire ça, on peut utiliser la même technique qu'ici, on devra calculer juste un Wronskien avec une taille de matrice qui devra être un peu plus grande, donc n plus 1, ça va être n plus 1 fois n plus 1, donc évidemment ça va demander beaucoup de calculs, mais en tout cas on pourrait construire des équations différentielles avec des solutions bien précises. Voilà, je pense que j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice de colle, bien sûr sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à me soutenir, comme d'habitude, à vous abonner et puis activer la clochette pour avoir les dernières news de la chaîne. Et enfin, 2 nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!